Maman, quelque chose ne va pas. Le cri désespéré de Clara, 13 ans, transperce la salle des urgences. Son petit corps tremble alors que les médecins se précipitent pour l'aider, mais personne n'est préparé à la vérité dévastatrice qui s'apprête à éclater, une révélation qui brisera l'image parfaite d'une famille et exposera l'obscurité cachée derrière des portes closes. Les portes des urgences s'ouvrent brusquement en cette nuit d'orage. Le visage de Clara est d'une pâleur fantomatique. Des larmes ruissellent sur ses joues, tandis qu'elle s'accroche au bras de sa mère, Isabella. L'équipe médicale agit rapidement, mais le docteur Anna Richard perçoit dans les yeux de la jeune fille quelque chose qui lui indique que ce n'est pas qu'une simple urgence médicale. « S'il vous plaît, quelqu'un aide ma fille !» Le cri désespéré d'Isabella résonne dans le couloir stérile. Les lèvres de Clara ont pris une teinte bleutée inquiétante, sa respiration est irrégulière et saccadée. Le docteur Anna Richard, médecin de garde, s'avance précipitamment. Un seul regard sur l'état de Clara lui glace le sang. Emmenez-la immédiatement en salle d'urgence numéro 1. Les infirmières transfèrent rapidement Clara sur un lit d'hôpital. Ses cheveux noirs sont collés à son front par la sueur. Son visage est crispé de douleur. Elle tente de parler mais n'émet qu'un faible gémissement. Le moniteur cardiaque émet des bips frénétiques à l'unisson avec la tension croissante dans la pièce. « Clara, ma chérie », murmure le docteur Anna en s'approchant, sa voix calme malgré son inquiétude grandissante. « Peux-tu me dire où tu as mal ?» Clara ne répond pas. Elle se recroqueville un peu plus sur elle-même, les larmes continuant de couler silencieusement. Tout près, Isabella est figée, son visage marqué par la peur. Elle se plaint de douleur au ventre. « Depuis ce matin, je pensais que c'était une intoxication alimentaire, mais ensuite, elle s'est effondrée. » Les mains expérimentées du docteur Anna examinent l'abdomen de Clara. Au moment où elle exerce une légère pression, un cri perçant s'échappe de la gorge de la jeune fille, faisant reculer Isabella sous le choc. Les yeux du médecin se plissent. Quelque chose ne va pas. « Faites immédiatement une prise de sang », ordonne-t-elle à l'infirmière. « Et préparez l'échographe. » Isabella agrippe le bras du docteur Anna. « Docteur, que se passe-t-il avec mon bébé ?» Mais avant qu'Anna ne puisse répondre, le corps de Clara se raidit brusquement. Le bip régulier du moniteur cardiaque se transforme en une alarme frénétique. « Elle fait un arrêt !» hurle le docteur Anna. « Amenez-moi un chariot de réanimation, tout de suite !» La salle d'urgence se transforme en un chaos organisé. Les infirmiers se précipitent avec l'équipement, tandis que le docteur Anna tente de stabiliser Clara. Isabella est doucement écartée, ses prières se mêlant aux ordres médicaux qui fusent dans l'air. Les minutes s'étirent en une éternité, jusqu'à ce que, enfin, les constantes de Clara se stabilisent. L'agitation retombe légèrement, mais la tension reste palpable. Le docteur Anna analyse les premiers résultats d'examen et son expression s'assombrit à chaque ligne parcourue. « Madame Isabella », dit-elle d'une voix maîtrisée, « il faut que je vous parle en privé. » Isabella s'avance, tremblante. « Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qu'elle a ?» Le docteur Anna prend une profonde inspiration avant d'annoncer d'une voix grave comme un coup de tonnerre dans la pièce. « Votre fille est enceinte. » Le sang quitte le visage d'Isabella. Elle s'agrippe à la rambarde du lit, ses jambes menaçant de flancher. C'est impossible. Elle n'a que 13 ans. Mais l'expression du docteur Anna ne laisse place à aucun doute. Et tandis que Clara reste allongée là, des larmes silencieuses coulant sur ses joues, le véritable cauchemar ne fait que commencer. Car la vérité sur ce qui s'est passé, et sur qui en est responsable, va ébranler leur petite ville jusque dans ses fondations. Isabella s'effondre sur une chaise, son monde basculant. Les paroles du docteur Anna résonnent dans sa tête comme un cauchemar dont elle ne peut s'échapper. Derrière elle, Clara demeure recroquevillée sur le lit d'hôpital, tremblante. « Madame Isabella !»
La voix du docteur Anna transperce la brume du choc. Je sais que c'est difficile, mais nous devons prévenir les autorités immédiatement. Le mot « autorité » semble déclencher quelque chose chez Clara. Elle laisse échapper un sanglot étranglé, ses doigts s'agrippant si fort à la couverture d'hôpital que ses jointures en deviennent blanches. « Non, non, s'il vous plaît !» Le docteur Anna échange un regard lourd de sens avec l'infirmière en chef. Elles ont déjà vu cela, cette terreur, ce besoin désespéré de garder un secret. Et cela signifie toujours qu'il y a quelque chose de bien plus sombre derrière. Soudain, des pas lourds résonnent dans le couloir. Une voix grave appelle « Isabella ? Clara ?» La réaction de Clara est immédiate et terrifiante. Tout son corps se fige, son visage se vide de la moindre trace de couleur. Le moniteur cardiaque recommence à émettre des bips frénétiques. Lucas, le beau-père de Clara, apparaît sur le seuil de la porte. Il est bien habillé, ses cheveux soigneusement coiffés, l'image parfaite d'un parent inquiet. Mais quelque chose dans son regard ne colle pas avec l'expression soucieuse qu'il affiche. « Je suis venu dès que j'ai appris la nouvelle », dit-il en entrant dans la pièce. « Qu'est-ce qui arrive à ma petite fille ?» Le docteur Anna ne manque pas de remarquer le frisson qui traverse Clara à l'entente des mots « ma petite fille ». Instinctivement, elle se positionne entre Lucas et le lit d'hôpital. « Monsieur Lucas », dit-elle d'un ton mesuré, « nous sommes encore en train de faire des analyses. Peut-être pourriez-vous attendre dehors. » Le sourire de Lucas ne faiblit pas, mais une lueur glaciale traverse brièvement son regard. « Je suis son beau-père. J'ai tout à fait le droit d'être ici. » Isabella, encore sous le choc, regarde tour à tour son mari et sa fille. L'air dans la pièce devient soudainement lourd, comme si tout l'oxygène en avait été aspiré. D'un geste discret, le docteur Anna fait signe à une infirmière. « Appelez la sécurité », murmure-t-elle, « et contactez le sergent James Montgomery de l'unité des victimes spéciales. » L'infirmière hoche la tête et sort sans bruit. Lucas suit son départ du regard, sa mâchoire se crispant presque imperceptiblement. « Des analyses ?» demande-t-il, sa voix trop contrôlée. « Quel genre d'analyse ?» Avant que quiconque ne puisse répondre, Clara se redresse soudainement et vomit violemment. Alors que les infirmières se précipitent pour l'aider, le docteur Anna remarque un détail qui lui glace le sang. Les bras de Clara sont marqués d'ecchymoses en forme de doigts, dissimulés jusqu'ici sous ses manches. D'un mouvement rapide, elle tire le rideau autour du lit, bloquant la vue de Lucas. Mais elle ne manque pas le flash de colère qui traverse son visage lorsqu'il réalise qu'on lui refuse l'accès à sa belle-fille. Isabella retrouve enfin sa voix. « Lucas, tu devrais peut-être rentrer. Te reposer un peu, je vais rester avec Clara. » « Non. » Sa réponse est trop rapide, trop tranchante. Nous sommes une famille, et une famille règle ses problèmes ensemble. Le mot « famille » arrache un gémissement à Clara. Les soupçons du docteur Anna se cristallisent en une certitude. Elle a vu ce genre de situation bien trop de fois dans sa carrière. À cet instant, le sergent James Montgomery apparaît dans l'encadrement de la porte, sa carrure imposante remplissant l'espace. Le masque de contrôle de Lucas se fissure légèrement. « Que fait un policier ici ?» demande-t-il, sa voix montant d'un cran. « C'est une affaire familiale. » James avance dans la pièce, ses yeux aguerris analysant chaque détail. La terreur de Clara, la confusion d'Isabella, la colère contenue de Lucas. « Monsieur Lucas, » dit-il calmement mais avec fermeté. « Je vais vous demander de sortir avec moi. » Lucas ajuste sa cravate et laisse échapper un rire forcé. « C'est ridicule. Ma belle-fille est malade et vous me traitez comme un criminel. » Maintenant, « Monsieur Lucas !» insiste James, une pointe d'acier dans la voix. Alors que Lucas est conduit vers la sortie, il jette un dernier regard vers Clara. L'expression dans ses yeux fait frissonner le docteur Anna. Ce n'est pas de l'inquiétude qu'elle y lit, c'est de la possession. Une fois Lucas parti, Clara s'effondre complètement.
Ses sanglots secouent tout son corps. Isabella se précipite vers elle et enfin, elle voit ce qu'elle aurait dû remarquer depuis des mois. La façon dont Clara tremble, sa perte de poids, les cernes profonds sous ses yeux. « Clara, mon amour », murmure Isabella, les larmes coulant sur son propre visage. « Qu'est-ce qu'il t'a fait ?» Mais Clara est incapable de parler. La vérité est trop horrible, trop lourde pour être formulée. Pas encore. Dans le couloir, on entend la voix de Lucas s'élever en protestation, suivie des ordres fermes de James. Le son fait tressaillir Clara, qui plaque ses mains sur ses oreilles et se met à se balancer doucement d'avant en arrière. L'autre, Dr Anna pose une main réconfortante sur l'épaule d'Isabella. « Madame Isabella, il y a autre chose que vous devez savoir. Ces bleus sur les bras de Clara, ils ne sont pas récents. Cela dure depuis un certain temps. » Le monde d'Isabella bascule une fois de plus. Des souvenirs affluent, le retrait soudain de Clara, ses cauchemars, ses supplications pour ne pas être laissée seule avec Lucas. Tous les signes qu'elle a ignorés, toutes les fois où elle a balayé ses propres doutes. « Mon Dieu !» murmure-t-elle d'une voix brisée. « Qu'est-ce que j'ai laissé arriver ?» Dehors, les nuages noirs s'amoncellent, plongeant la chambre d'hôpital dans l'ombre. Le tonnerre gronde au loin, mais la véritable tempête ne fait que commencer. Car maintenant que les premières fissures sont apparues dans le masque, soigneusement entretenu de Lucas, tout est sur le point de s'effondrer. La question est, combien de vies essaiera-t-il encore de briser avant de tomber ? Dans le couloir de l'hôpital, Lucas fait face au sergent James, son masque soigneusement construit, commençant à se fissurer. « C'est absurde !» siffle-t-il en redressant sa cravate hors de prix. « Ma belle-fille a besoin de moi. Ce dont elle a besoin, rétorque James d'une voix glaciale, c'est de se sentir en sécurité pour pouvoir dire la vérité. » Les yeux de Lucas se plissent. La vérité ? Quelle vérité ? Elle est clairement confuse, sûrement délirante, à cause de la fièvre. Mais James ne manque pas de remarquer le tic nerveux de la main droite de Lucas, ni la façon dont son regard ne cesse de dériver vers la chambre de Clara. Chaque geste, chaque mouvement trahit la culpabilité aux yeux du détective aguerri. Pendant ce temps, dans la chambre, le docteur Anna examine doucement les ecchymoses de Clara. « Clara, ma chérie, dit-elle d'une voix douce. Tu es en sécurité ici, plus personne ne peut te faire de mal. » Les yeux de Clara se figent sur la porte, la peur gravée sur chacun de ses traits. « Il saura, » murmure-t-elle, sa voix tremblante. « Il sait, toujours. » Isabella, témoin de cet échange, sent son cœur se briser en 1000 morceaux. La manière dont Clara parle, cette terreur ancrée au plus profond d'elle, depuis combien de temps tout cela se déroule-t-il sous son propre toit, sous son propre regard? Madame Isabella, reprend doucement le docteur Anna, nous avons trouvé autre chose dans les analyses sanguines de Clara. Elle marque une pause, choisissant ses mots avec précaution. Il y a des traces de somnifères dans son organisme, des médicaments qui ne lui ont jamais été prescrits. La main d'Isabella se porte à sa bouche. Mais la seule personne qui a des somnifères, c'est... Sa voix s'étrangle alors qu'un nouvel élément du puzzle vient s'emboîter. Lucas. Son ordonnance. La façon dont il insistait toujours pour apporter le thé du soir à Clara. Dans le couloir, le téléphone de Lucas se met à sonner. Il décroche, se détournant légèrement de James, mais pas assez pour que le sergent ne capte pas ses paroles. Tout est sous contrôle. Ne t'inquiète pas. James échange un regard avec un officier à proximité. Il leur faut un mandat pour ce téléphone. Immédiatement. Dans la chambre, Clara attrape soudain la main de sa mère. « Maman, chuchote-t-elle, j'ai essayé de te le dire. Cette nuit-là, quand je suis venu dans ta chambre, mais il était là. Il était toujours là. » Isabella se souvient brutalement de cette nuit, 3 mois plus tôt. Clara était apparue dans l'embrasure de la porte, tremblante. Mais avant qu'elle ne puisse parler,
Lucas était arrivé derrière elle. Juste un cauchemar, avait-il murmuré avec douceur, la reconduisant dans sa chambre. Je vais m'en occuper. S'en occuper. Aujourd'hui, cette phrase lui glace le sang. Le docteur Anna observe l'échange avec une attention particulière. Elle en a vu trop, de ces hommes qui se cachent derrière une façade de respectabilité et de bienveillance, qui ne manipulent pas seulement leurs victimes, mais aussi tout leur entourage. Soudain, une agitation éclate dans le couloir. La voix de Lucas monte en intensité. « Vous n'avez pas le droit de faire ça, j'ai des droits !» Clara se met à trembler violemment. « Il est en colère », gémit-elle. « Quand il est en colère, il... » Elle n'a pas le temps de finir sa phrase. Lucas se débat et échappe brièvement aux agents. Il apparaît dans l'embrasure de la porte, son visage déformé par la rage. « Clara !» hurle-t-il. « Tu te souviens de ce dont on a parlé ? Tu te souviens de ce qui arrive aux petites filles qui mentent ?» Un cri d'effroi pur s'échappe de la gorge de Clara, un hurlement qui résonne dans tout l'étage de l'hôpital. James bondit sur Lucas, le plaquant au sol, mais le mal est fait. Dans la confusion, le docteur Anna remarque un mouvement sous l'oreiller de Clara. La fillette cherche à attraper quelque chose, un petit téléphone à clapet, vieux et abîmé. La médecin s'en empare rapidement, comprenant immédiatement l'importance de ce qu'elle tient entre ses mains. Une preuve. Lucas s'est traîné hors de la pièce, toujours en train de hurler des menaces. Mais son masque est définitivement tombé. Il ne reste plus que le monstre derrière l'homme. Chaque mot qu'il crie ne fait que confirmer ce que tous soupçonnaient déjà. Isabella serre sa fille contre elle, son propre corps secoué de sanglots. « Je suis tellement désolé, mon amour. Tellement, tellement désolé. » Mais Clara ne quitte pas des yeux le téléphone que le docteur Anna tient dans ses mains. Ce téléphone contient tout. Les menaces, la manipulation, la preuve. Elle l'avait caché, sa seule arme, son seul espoir. Dehors, la tempête redouble, d'intensité, la pluie martelant les fenêtres. Mais à l'intérieur, quelque chose a changé. La vérité est en train de remonter à la surface, et cette fois, pas même Lucas ne pourra l'arrêter. Le docteur Anna serre doucement le vieux téléphone entre ses doigts. Elle pose un regard tendre sur Clara. « Clara, » dit-elle avec douceur, « ce téléphone, tu l'as gardé pour te protéger, n'est-ce pas ?» Clara hoche légèrement la tête, sa voix à peine un souffle. « Il ne le savait pas. Je l'avais caché sous mon matelas. » Isabella observe, le cœur en miettes, tandis que sa fille sort un petit morceau de papier dissimulé dans la coque du téléphone. Les mains tremblantes, Clara le déplie et le tend au sergent James, qui vient de revenir dans la chambre. « C'est là que tout a commencé, » murmure Clara, la voix brisée. « La première fois qu'il... » James prend le papier, une page de calendrier marquée de petites annotations au stylo rouge, des dates, des heures. La tentative désespérée d'une enfant de documenter son propre cauchemar. Il disait... Clara s'étrangle, mais quelque chose en elle vient de se briser. Les mots qu'elle a retenus si longtemps jaillissent comme un torrent. Il disait que maman ne me croirait jamais, que ça détruirait notre famille, que c'était notre secret, notre spécial secret. Isabella s'effondre au sol, prise de nausée. Tout s'emboîte enfin. L'insistance de Lucas pour être celui qui allait voir Clara la nuit, les trajets en voiture qu'il tenait absolument à faire, les nouveaux vêtements qu'il lui achetait pour la faire taire. Le thé, poursuit Clara, sa voix se raffermissant malgré les larmes qui ruissellent sur son visage. Il mettait quelque chose dedans, il disait que ça m'aiderait à dormir, mais après, je ne pouvais plus bouger, je ne pouvais plus crier, je pouvais juste rester allongé pendant que lui... Le docteur Anna se précipite pour soutenir Isabella, qui semble au bord de l'évanouissement. Mais Clara ne peut plus s'arrêter. La vérité s'écoule d'elle, comme un poison enfin extrait. Quand j'étais malade le matin, il disait à maman que c'était juste du stress à cause de l'école. Quand je le suppliais de ne pas me laisser seul avec lui, il disait
que j'exagérais. Chaque fois que j'essayais de parler à quelqu'un, il était là, toujours là. James serre la mâchoire en l'écoutant, enregistrant chaque mot. Mais la révélation suivante fait même tressaillir le détective aguerri. Il y a 2 semaines, j'ai raté mes règles. Quand je lui ai dit, il a changé. Son côté gentil a disparu. Il m'a dit que si je parlais, il ferait du mal à maman. Qu'il connaissait des gens qui pourraient nous faire disparaître. C'est là que j'ai commencé à sauvegarder ces messages. Ils sont tous sur ce téléphone. Le docteur Anna tend le téléphone à James, qui l'emballe soigneusement, comme preuve. Mais Clara n'a pas fini. La digue est complètement rompue. La nuit dernière, la douleur était si forte. Je croyais que j'allais mourir. Il est venu dans ma chambre et m'a dit que si je parlais à quelqu'un à l'hôpital, il tuerait maman sous mes yeux. Il disait que personne ne me croirait, que c'était ma faute parce que je l'avais tenté. Isabella pousse un cri de pure détresse, le cœur d'une mère brisé en 1000 morceaux. Mon bébé, mon précieux bébé. Clara se tourne vers sa mère, les yeux pleins de larmes. Je suis désolé, maman. Je suis tellement désolé. J'ai essayé d'être forte. J'ai essayé de te protéger. Non, Clara, sanglote Isabella en serrant sa fille contre elle. Ne t'excuse pas, jamais. Ce n'est pas ta faute. Rien de tout cela n'est de ta faute. Dans le couloir, les policiers s'activent déjà, obtenant des mandats, rassemblant des preuves. Mais à l'intérieur de la chambre, une mère et sa fille s'accrochent l'une à l'autre alors que des années de secrets et de souffrance remontent enfin à la surface. James échange un regard sombre avec le docteur Anna. Ce n'est que le début. Car maintenant que Clara a parlé, que la vérité est sortie, il n'y a plus de retour en arrière. L'univers soigneusement construit de Lucas est sur le point de s'effondrer. En quelques heures, le couloir de l'hôpital se transforme en centre d'investigation. Les experts en cybercriminalité analysent le téléphone caché de Clara, récupérant chaque message menaçant, chaque manipulation. Chaque élément de preuve resserre un peu plus l'étau autour du cou de Lucas. Au poste de police, Lucas est assis dans la salle d'interrogatoire. Son costume hors de prix est froissé, sa façade d'homme respectable commence à se fissurer. Face à lui, James tient une tablette affichant les messages retrouvés. « Laissez-moi vous en lire un », dit James, la voix glaciale. « Souviens-toi de notre petit secret. Ta mère ne survivrait jamais à la vérité. Vous avez envoyé ça à une fille de 13 ans. » L'avocat de Lucas intervient immédiatement. « Mon client refuse de... » « Ou celui-ci, » poursuit James, implacable. « Personne ne te croira. Qui choisirait de croire une enfant plutôt qu'un homme respecté ?» Les mains de Lucas commencent à trembler. Son masque tombe complètement. James se penche vers lui. « Nous avons votre ADN. Nous avons les somnifères retrouvés dans son sang. Nous avons les messages. Nous avons tout. » Lucas explose, frappant la table. « Elle ment. Ce n'est qu'une gamine stupide. » James ne bronche pas. Et voilà, le vrai vous. Plus symétrisé, n'est-ce pas? À l'hôpital, Clara est allongée sur son lit, épuisée, vidée. Mais quelque chose a changé. Dans ses yeux, la terreur a laissé place à une lueur d'espoir. Le docteur Anna entre avec une nouvelle. Ils ont trouvé plus de preuves sur son ordinateur. D'autres victimes. Tu n'es pas seule, Clara. Et grâce à ton courage, tu as sauvé d'autres filles. Isabella, qui n'a pas quitté sa fille une seconde, serre sa main plus fort. Toutes deux pleurent, mais ce sont des larmes différentes. Des larmes de soulagement, d'un cauchemar qui prend enfin fin. Le procureur entre, le visage grave mais déterminé. Avec les preuves que nous avons, il encourt la prison à perpétuité. Il ne fera plus jamais de mal à une autre enfant. Dans la salle d'audience, Lucas est assis sur le banc des accusés, son arrogance définitivement brisée. Les preuves sont accablantes. Il ne faut que 2 heures aux jurés pour rendre leur verdict. Coupable sur tous les chefs d'accusation. La voix du juge résonne comme un glas de justice. Lucas Harrison, pour vos crimes contre une enfant,
Pour le traumatisme dévastateur que vous avez infligé, je vous condamne à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. » Alors qu'il est emmené menottes, au poignet, Lucas laisse enfin tomber son masque. Il rugit, il menace, il montre son vrai visage, mais personne ne l'écoute. Il n'a plus aucun pouvoir. 3 mois plus tard, Clara se tient devant une nouvelle maison, dans une nouvelle ville, sa mère à ses côtés. Le soleil du matin caresse son visage et pour la première fois depuis des années, elle sourit, a un vrai sourire. « Prête ?» demande Isabella, en lui tendant la main. Clara prend une profonde inspiration et hoche la tête. Prête. Alors qu'elles avancent vers leur nouveau foyer, Clara pense au journal que le docteur Anna lui a offert. Un journal dans lequel elle a écrit son histoire. Pas une histoire de victime, mais une histoire de survie, de courage, de vérité triomphant sur l'ombre. Le dernier mot qu'elle y a écrit, « Aujourd'hui, je n'ai plus peur. » Parce que parfois, le plus grand acte de bravoure est de dire la vérité, peu importe la douleur. Et parfois, la plus grande victoire n'est pas seulement de survivre, mais de s'assurer que personne d'autre ne subira jamais la même souffrance. Clara entre dans sa nouvelle vie, enfin libre. Elle ne porte plus le poids des secrets, seulement la force de son propre courage.